Ton père a fait un pari en rachetant ce patrimoine magnifique pour en faire son atelier d'art, alors même qu'il n'avait pas la garantie que ça allait fonctionner. Non, mais c'est un fou. Il faut traverser la forêt pour aller au prieuré. Donc il y a un petit côté initiatique. Dans la tradition, il y a toujours une forme de spiritualité, de dépassement et de vouloir œuvrer pour des choses qui sont un peu plus glorieuses que le consumérisme. L'art contemporain est un marché en fait. C'est d'abord un marché pour toi. C'est un marché et tout part du marché. C'est spéculatif. Tu es chevalier. Ouais, ça c'est la médaille qu'on reçoit lorsqu'on devient chevalier de Saint-Lazare. La chevalerie et l'artisanat d'art ont quelque chose en commun, c'est que ça vient de loin et que ça porte des valeurs en soi. C'est vraiment une sorte d'incarnation d'une tradition chrétienne, c'est pour ça que j'ai ramené ça. C'est génial parce que tu viens expliquer, ancrer ce que j'arrête pas de dire, la nécessité de faire du beau gratuit. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Alexandre Aubertin, qui est un artisan d'art et qui vit dans un prieuré du XIIe siècle dans le Jura, qui a une grande histoire, qui a subi malheureusement récemment un drame, il va nous en parler, un incendie, et qui est ici aujourd'hui avec moi pour vous parler d'artisanat d'art, de l'importance de créer du beau et surtout qu'est-ce qui se cache derrière l'art contemporain. Voilà les amis, place à la discussion, c'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ça me fait plaisir de te recevoir Eh ben, aujourd'hui. merci pour l'invitation. C'est la première fois que je te vois en vrai. Ouais, Ça fait un moment qu'on discute. Je pense que ça fait plus d'1 an qu'on discute malgré tout, à la fois sur les réseaux, etc., par WhatsApp. tout à fait. Parce que tu m'avais écrit il y a maintenant un peu plus d'1 an pour me parler de ton prieuré, dont on va parler dans notre entretien. Enfin. Ouais, et c'est vrai que tu as avec toi quand même un gros beau patrimoine et Ouais. qu'en plus, dans ce beau patrimoine, tu te mets au service du patrimoine puisque tu es Artisan d'art. artisan d'art. Alors. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est de ça surtout, j'espère, dont on va pouvoir parler parce que Alexandre est un des rares en France qui défend l'idée de l'artisanat d'art et il va nous expliquer pourquoi. Mais déjà, pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux plus largement te présenter, raconter ton parcours et pourquoi tu en es arrivé là? Alors je m'appelle Alexandre Aubertin et je suis entrepreneur, designer et artisan d'art. Dans ce sens-là, je peux expliquer pourquoi après. Ok. Et mon parcours, c'est un parcours assez chaotique en réalité. Oui. J'ai toujours haï l'école. Donc je me suis barré très tôt et j'ai fait un apprentissage dans le bois. Mais je voulais quand même faire l'école des beaux-arts. Et pour faire les beaux-arts, il faut avoir le bac ou un équivalent. Ok. Donc j'ai fait un diplôme d'accès aux études universitaires, ce qu'on appelle un DAE, qui permet d'aller à l'université. Puis j'ai passé le concours des beaux-arts de Besançon-Franche-Comté. Et après j'ai fait un master 2 aux beaux-arts, en spécialité design graphique, avant d'aller étudier quelque temps aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, ils ont des artisans d'art. Rien à voir, j'y suis allé parce que j'ai rencontré une femme. Rien à voir. Rien à voir. Est-ce que c'est une histoire qui se finit bien? Ouais, toujours. Pour l'instant, on touche du bois. Bon, tant mieux. Okay. Pour l'instant, non, ils n'ont pas d'artisanat d'art en France parce que l'artisanat d'art. Aux États-Unis, tu veux dire? Ouais, pardon, Oui. aux États-Unis. L'artisanat d'art, c'est un mot français. Ça n'existe pas en anglais, ça n'existe pas en allemand, ça n'existe pas en italien. Le fait d'avoir artisan et artiste dans le même mot, c'est français. Okay. Et c'est une grande spécificité qu'on a. Et en anglais, ce serait difficile à traduire. Un artiste qui serait un artisan, artist craftsman, c'est bizarre. Donc on a vraiment cette spécificité-là qui est française et qu'il faut faire perdurer. Ok. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre pour que les auditeurs, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, puissent bien comprendre où tu te situes un petit peu dans le paysage. Tu t'es fait aussi connaître un petit peu sur Insta à travers ton compte Instagram qui s'appelle Le Prieuré 1137. 1137. Date de fondation du prieuré. Voilà, donc c'est un prieuré du XIIe siècle. Ouais, tout à fait. Et qui est dans ta famille depuis un moment. Oui, c'est mon père qui l'a racheté dans les années 70 pour y implanter son entreprise de facture d'orgue. En fait, il cherchait un endroit immense pour pouvoir faire des orgues. Des grandes orgues, ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de haut, donc il faut des grandes salles. Oui. Ils ne trouvaient rien d'abordable parce qu'ils n'avaient pas un sou. Et ils ont acheté ce prieuré dans le Jura, alors qu'ils voulaient rester en Alsace. Mon père est lorrain, ma mère est alsacienne. Ma mère, ça a été très, très dur de quitter l'Alsace. Oui. Et ils ont trouvé ce lieu totalement en ruine. Il allait s'effondrer. Si mon père ne l'avait pas racheté, aujourd'hui, il serait par terre. Les toitures, tout était détruit. Il y avait eu un élevage de pigeons, je crois, juste avant. Donc, il y avait de la fiente de pigeons sur 1 mètre partout. Mes parents ont vécu là-dedans des années sans eau courante, sans électricité, dans une salle où ça montait maximum à 14 degrés l'hiver. Donc, ça a été une vie. T'étais gêné, toi, à ce moment-là? Non. Ok. Non. Mais quand je suis né, c'était encore une ruine. Moi, j'ai jamais eu de salon, par exemple, quand j'étais gosse. Il y a toujours fait très froid. Le chauffage central, il marche
de façon aléatoire. Alors pourtant on a une bonne chaudière, mais c'est dur à chauffer. Ce sont des endroits qui ne sont pas isolés. C'est un corps vivant, ce genre de patrimoine. Et on n'a pas de confort moderne. Ça, faut bien se le mettre en tête. Alors, rappelle-moi l'emplacement exact de ce prieuré. Il se trouve à Courtefontaine dans le Jura, Dans le Jura. dans les forêts. Ok. Courtefontaine, c'est un des premiers villages de la forêt de Chaux. La forêt de Chaux, Oui. c'est une des plus grandes de France. C'est là où sont nés d'ailleurs les charbonniers, qui est une sorte de confrérie secrète. Et on est dans un des premiers villages. Donc il faut traverser la forêt pour aller au prieuré. Donc il y a un petit côté initiatique Oui. pour y aller, quoi. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur. Tu as une sœur, ok. Et donc tous les deux, une grande, une petite? Non, une petite. Une petite sœur, ok. Donc vous avez grandi tous les deux dans cet univers-là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscientisé dès le départ, que tu vivais un petit peu dans un endroit exceptionnel par rapport aux autres? Est-ce que c'est... Ah, on le conscientise très vite, hein. Lorsqu'on va chez des amis et qu'en appuyant sur un bouton, il fait chaud, Oui. bah, oui, il y a ce côté magnifique, majestueux et grandiose, mais il y a aussi ce côté rugueux. C'est rugueux de vivre dans ce genre de patrimoine. Et tous les gens qui vivent dans des manoirs, des châteaux, etc. le savent. Sauf s'ils sont vraiment très bien équipés, très bien isolés, mais c'est très très rare, hein. Oui, il faut être très très riche. Il faut être très riche, en effet. Et est-ce que tu en as souffert de ça ou pas? Je ne sais pas si j'en ai souffert, mais je pense que ça rend plus rude le rapport à la lumière aussi. Moi, je vois quasiment dans le noir. Pas peur du noir, par exemple, parce que le noir fait partie de notre environnement. Ça, c'est clair et net. Le rapport au froid, je pense que j'ai moins froid que quelqu'un de normal. Je me souviens que Charlotte Dornelas était venue au prieuré en hiver et elle était morte de froid, la pauvre. Ouais. Elle était gelée, alors que nous, ça allait, quoi. Il y a eu aussi une émission de C'est pas sorcier, justement, aussi sur votre prieuré. Oui, il y a 20 ans, oui, ils ont fait une émission sur l'orgue, en fait. Et Ok. pour illustrer l'orgue, ils sont venus chez mon père pour montrer ce que c'est un orgue techniquement, etc., etc. Avec Jamy qui faisait des animations, tu sais, les trucs avec les tuyaux, Ouais, machin, c'est c'était génial. incroyable. Génial. Alors justement, parle-nous un petit peu du métier de ton père, parce que alors quand il a racheté ce prieuré, il en était au début, au milieu ou à la fin de sa Il était au carrière? début, Ok, au tout début, tout parce début. qu'il n'avait pas d'atelier, en fait. C'était vraiment, il a construit ses premières grandes orgues dans ce prieuré. Et mon père est autodidacte dans son métier. Parce que je sais que la facture, parce qu'on dit une facture d'orgue, c'est ça, hein, Ouais, la facture d'orgue. que la facture d'orgue Aubertin est de très grande renommée Ouais. mondiale. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement toute cette carrière de ton père, la façon dont il s'est construit, en lien avec le prieuré aussi, tout ça? Ben, mon père vient d'une famille d'ébénistes. Ça fait 300 ans que sa famille est dans l'ébénisterie et il faisait du mobilier d'église, des confessionnaux, des boiseries, des sculptures. Pas d'orgue, jamais. Et mon père, Dieu seul sait pourquoi, s'est passionné pour l'orgue, vraiment. Et c'était une obsession. Il pensait qu'à ça. Il a fait ses études dans un collège religieux, puis il a fait les Arts déco de Strasbourg pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il y a un diplôme. Et pour ce diplôme, il a fait un orgue. Alors, normalement, c'était des études en design, grosso modo. Et il a fait un orgue. Puis après, il a quitté les beaux-arts, enfin les Arts déco, par manque d'argent, parce que mon père vraiment n'avait pas un sou. Et il a commencé à travailler. Il a appris la facture d'orgue. Il a fait des stages plutôt. Il a surtout appris dans des traités. Traité de Dom Bedos, qui est un moine qui doit dater du XVIe, je pense. Et il s'est dit, je vais faire ça. Et il a racheté ce prieuré avec un prêt à la consommation. À l'époque, tous les couples avaient le droit à un prêt à la consommation, 100 000 francs, endetté sur 30 ans, 40 ans, je ne sais plus. Waouh! Et il a acheté ça. Et ils ont commencé à construire des instruments, à avoir des marchés, jusqu'à faire des grandes orgues pour Oxford, Cambridge, Tokyo, Genève, Paris, pas loin d'ici, sur l'île Saint-Louis. Donc ça a été toute une aventure et au fur et à mesure qu'il avait des contrats, que l'argent rentrait, il restaurait des ailes. Il restaurait des ailes du prieuré. Moi, ça m'impressionne énormément parce qu'en fait, ton père a fait un pari Ouais. en rachetant ce patrimoine magnifique pour en faire son atelier d'art, alors même qu'il n'avait pas la garantie que ça allait fonctionner. Non, mais c'est un fou, hein. C'est un autiste. Il n'y a rien d'autre qui compte. Ça et les trains. Il est passionné de trains. Oui. Quand je dis il est passionné, c'est qu'il joue au petit train, puis après il s'est dit, les petits trains c'est nul, je vais en faire un vrai. Et on a un chemin de fer dans le prieuré. De trains un peu, des trains de mine, donc des rails de cette largeur à peu près. Il a monté son hobby le soir, après avoir porté des planches, c'était porter des rails pour faire un train. Voilà. Impressionnant. Donc c'est un autiste. Oui. Voilà.
Et donc toi, avec lui, tu as appris à fabriquer des orgues. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans l'entreprise, à divers postes. Dans une PME, on fait un peu tout, Oui. tout en étudiant aux Beaux-Arts d'abord, puis après en faisant des choses à côté. La facture d'angle n'a jamais été mon truc. Moi, je suis plus dans les stamps, dans l'impression d'art et dans le design. C'est plus que ce qui m'intéresse. Et heureusement, parce que la facture d'orgue est un métier qui se porte extrêmement mal aujourd'hui, hein. Ah oui? Ah ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses à restaurer aujourd'hui. Qu'il y a... À restaurer, oui, mais mon père, il faisait du neuf. La restauration ne l'a jamais intéressé. Ah oui, Lui, il faisait des grandes orgues neuves. ok. Il voulait être... La restauration, c'est pas de la création. Ok. C'est très différent. Lui, c'est du premier coup de crayon à la dernière vis, ça sortait de son atelier. Donc c'est un vrai artiste. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est un artisan d'art. Artiste et artisan. Est-ce que tu as t'as un peu des souvenirs marquants de quand tu étais petit et de ton père qui travaille sur ce genre d'instrument ou des choses qui t'ont particulièrement marqué, voire même après qui t'ont un peu construit aussi pour ton futur? Ben, une vie consacrée au travail, il n'y avait que ça, pas de vacances. Mon père à la table à dessin jusqu'à minuit, 1 heure, tous les soirs. Donc vraiment une vie de labeur, quoi. Je sais pas combien il faisait, 90 heures par semaine, je sais pas. Il les a jamais comptées, mais c'était vraiment ça. On n'avait pas de vacances, pas de choses comme ça. On partait pas en vacances à droite, à gauche. Et quand on partait en vacances, curieusement, il y avait des églises et des orgues très intéressants dans les coins où on allait. Donc c'était des vacances d'études, quoi. Oui, ton père faisait exprès de programmer. Ouais, 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 tout à fait. Ok. Et alors j'ai envie de te provoquer un peu, Alexandre. Est-ce que la voie que tu as choisie, tu le fais par fidélité pour ton père, par fidélité pour ta famille, puisque tu expliquais que tu es issu d'une famille d'artisans d'art, d'ébénistes, etc. Est-ce que tu le fais vraiment par devoir, par fidélité, ou au contraire, tu considères que tu as ça dans les gènes et qu'en fait, tu es aussi passionné que ton père? Oui, tout à fait. C'est une filiation, je pense. Moi, je crois en la tradition, je crois en la filiation. J'aime pas la rupture, j'aime pas la chute de dynastie. Donc, je pense qu'il faut le faire. Et si je le fais pas, qui va le faire? C'est ça le truc, c'est que l'artisanat d'art se porte pas forcément extrêmement bien en France. On n'est pas dans une époque, ça peut revenir, mais on n'est pas dans une époque qui met beaucoup ça en avant jusque-là. Hmm. Et il faut bien que des gens s'y collent. J'aurais pu faire autre chose, hein. Moi, j'ai étudié aussi aux États-Unis, j'ai étudié les sciences politiques et j'ai étudié la diplomatie en Angleterre, donc j'aurais pu faire autre chose, hein. Mais oui, c'est ça, parce que tu as quand même fait des belles études. Ouais. Pourquoi tu choisis la voie la plus difficile? C'est un peu la Je sais question que pas, je vais te poser. c'est dans le sang, quoi. Ça coule dans notre sang depuis 300 ans. Il y a des familles, c'est des Saint-Cyriens. D'autres familles, c'est je ne sais quoi. Bah, nous, on est dans l'artisanat d'art depuis des siècles. Je dis 300 ans parce qu'on est sûr d'il y a 300 ans, mais peut-être que ça date d'avant, de bien avant. Mais pour faire ça, il faut une raison un peu plus grande que simplement la filiation ou l'idée de tradition ou d'héritage. Bah, ça touche aussi à une forme de spiritualité. Dans la tradition, il y a toujours une forme de spiritualité, de dépassement et de vouloir œuvrer pour des choses qui sont un peu plus, je dirais pas glorieuses, mais si je vais dire glorieuses que le consumérisme. Donc il y a quand même un truc qui te consume au fond de ton cœur et dit quand même, si je choisis cette voie-là, parce que tu as une raison profondément personnelle aussi de le faire. Un créateur, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir des choses de lui-même, comme on extirperait pas un venin, mais quelque chose qui peut même faire souffrir s'il sort pas. Donc il y a ce côté chez les créateurs qui est nécessaire. Il y a cette pratique qui vient d'une sorte de nécessité, je pense. Et toi, tu sens ça. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est de la frustration, en fait. On n'est jamais assez content, on aimerait toujours faire plus, on aimerait toujours faire plus grand, plus grandiose. Donc il y a une forme oui, il y a une sorte d'ambition interne, je ne sais pas comment on peut décrire ça, qui nous pousse à faire quelque chose. Mais après, vous pouvez le faire aussi en hobby à côté, il y en a beaucoup qui font ça. L'idée d'être professionnel là-dedans, c'est un pari qui est risqué, oui. Et aujourd'hui, tu t'en sors? Financièrement, pas encore, parce que ça fait pas assez longtemps que moi j'existe. Ça fait que 3 ans et il faut avoir la confiance des gens avec qui on travaille. C'est long, trouver des galeristes, trouver des clients, que ce soit en B2C ou en B2B. Et ça demande aussi d'être entrepreneur. Et on a fait beaucoup de conneries en commençant. Énormément de conneries, parce que moi j'ai commencé, j'étais pas entrepreneur. J'étais Oui. que artiste. Et Oui. ça marche pas comme ça. Faut attraper la mentalité, les bons réflexes, Il faut, bien s'entourer aussi. il faut connaître sa cible, il faut Oui. communiquer. C'est pour ça qu'on communique pas mal sur Instagram. Il faut savoir parler aux gens, il faut savoir les séduire, il faut savoir être efficace. Beaucoup d'artisans d'art ont une terrible réputation. Beaucoup de boîtes ne veulent pas travailler avec des artisans d'art parce qu'il y a ce côté un peu farfelu. Ouais. Oui, ils comprennent pas on va dire les obligations de temps,
Oui, même ça, il y a des artisans d'art qui sont pas sérieux dans parce qu'ils sont très diffus, en fait. C'est des esprits assez diffus. Moi, j'en connais, c'est des génies. Ce qu'ils font, c'est incroyable. Par contre, ils tiennent pas un délai. Ils changent d'avis toutes les 5 minutes. Ils se laissent guider par leur muse interne. On peut pas faire du commerce comme ça, parce que c'est quand même du commerce derrière. Il faut qu'on en vive. Donc, souvent, ces gens-là sont profs dans des écoles des beaux-arts, donc ils ont le salaire qui tombe, et leur pratique devient accessoire. Nous, c'est pas le cas. Bon, je veux pas une pratique qui devienne accessoire. Est-ce que justement le fait que la pratique devienne accessoire, c'est un peu trahir sa vocation première? C'est problématique, surtout quand on enseigne aux beaux-arts. Moi, mes profs étaient un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le réel, dans ce qu'on va demander à un étudiant lorsqu'il va sortir d'une école. Ils sont dans la recherche, quasiment de la recherche fondamentale, l'équivalent en art, sur les formes, la façon de penser, etc. Très disruptif, ce genre de discours. Et c'est en fait totalement hors sol. Et les étudiants sortent de ces écoles, pas toutes, mais certaines, et en fait, ils se brisent contre le marché du travail. Parce qu'ils sont totalement... Oui. En fait, la réalité arrive et qu'en fait, au bout d'un moment, il faut gagner sa vie. Ouais. Et alors, on va en parler des beaux-arts. Est-ce que juste avant, tu peux quand même nous expliquer quel est justement toi, tu ne crées pas d'orgue comme ton Non. père, tu fais autre chose. Qu'est-ce que tu fais précisément? Alors nous, on fait plusieurs choses. On fait de l'art sacré. On essaye de recréer une école purement catholique dans la représentation de ce qu'on appelle des icônes, mais ce n'est pas vraiment des icônes, c'est plus des images pieuses, parce que beaucoup de gens achètent des icônes dans l'Est de l'Europe, qui sont souvent faites en série d'ailleurs, hein. Mais ce n'est pas la même tradition, et on a un peu perdu cette tradition de l'image pieuse en France depuis les années 60, on va dire, c'est un peu mort. Donc on essaye de relancer ça, de dire, ouais, les objets de prière doivent avoir un sens. Vous ne pouvez pas prier devant des choses faites en Chine par des esclaves. C'est pas possible, c'est pas éthique, donc il y a aussi une éthique derrière. Et on fait aussi de l'estampe autour de l'histoire, mais on fait aussi de l'objet. Là, on travaille sur des luminaires, on fait beaucoup de choses. Pour beaucoup de typologies clients différents. Ça peut être des galeries, ça peut discuter avec des hôtels, ça peut discuter avec des particuliers, des églises, c'est pas encore arrivé, mais j'espère qu'un jour on pourra discuter avec des églises, ce genre de choses. Oui, si un jour ils ont des sous. Voilà, en France, c'est compliqué. Et ok, et donc tu fais pas du tout que du religieux, Non, mais le religieux, c'est quand même une bonne partie de ce que tu fais. ouais. Est-ce que je peux me permettre cette question? Où est-ce que tu as le plus de plaisir? Dans le religieux, je pense. Mais aussi dans le... J'ai beaucoup de plaisir dans le religieux et dans le design. Parce que le design, c'est beaucoup plus libre et on peut aller sur des choses totalement nouvelles en remettant au goût du jour, par exemple, des matériaux qui ont été oubliés, comme le parchemin. Moi, j'utilise beaucoup de parchemin. On crée des luminaires en parchemin. Donc ça, c'est intéressant en termes de recherche et développement. Il y a beaucoup de recherche et développement dans une entreprise d'artisanat d'art et de design. Parce qu'en fait, on invente des choses. On va prendre des techniques de disciplines qui n'ont rien à voir avec les nôtres et on va essayer de les appliquer, prendre des matériaux anciens, des matériaux composites pour faire dialoguer l'ancien et l'innovation. Ça, c'est très important. T'es le seul à faire ça en France? Non, non, énormément d'artisans d'art et designers sont dans cette pratique et idée. Ok. Après, on a notre style à nous qu'on essaye de développer, qui est très lié au patrimoine et qui est très lié au prieuré. Explique ça, c'est intéressant. Justement, pourquoi, qu'est-ce que tu appelles très lié au prieuré? Bah, Parce qu'un gros prieuré du XIIe siècle, avec son style, dans le Jura, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? c'est pas trop stylistique, mais ça va plus être dans l'idée de se mettre dans une filiation, de se mettre dans une tradition et d'essayer de la régénérer au fur et à mesure avec de l'innovation. Donc on est dans un lieu qui est patrimonial et on le respecte aussi pour ça, qui est religieux et on le respecte aussi pour ça. Et il a, j'ai envie de dire, des choses à dire qu'on écoute et qu'on met dans notre création. Ce serait pas pareil si on était dans des studios flambant neufs à Paris, par exemple. C'est pas... Ouais, c'est pas le même esprit. L'environnement Ouais. influence l'être humain et influence le créateur. Et nous, on écoute. Ça me fait penser à... T'as lu Henri Vincenot, Non. Le pape des escargots? C'est, Là, je connais, mais jamais. mais je t'encourage à lire, ça me fait penser, ta réflexion me fait penser à ça. Pourquoi? Parce que dans ce livre dont j'encourage ceux qui nous écoutent à le lire, C'est pas la première fois que t'en parles, je crois. ouais, c'est pas la première fois, mais parce qu'en fait, j'ai lu il y a pas longtemps, en fait, il m'a marqué, parce que justement, Henri développe cette idée, l'auteur développe cette idée. Donc, c'est l'histoire d'un sculpteur au fin fond de la Bourgogne qui naturellement développe un don pour la sculpture. Ok. Et en fait, il est repéré. Donc, il est extrêmement doué, il fait ça très bien. Et il est repéré par des Parisiens. Donc, on est dans la seconde moitié du XXe siècle. Un peu les 30 Glorieuses, tout ça. Il se fait repérer, il est emmené à Paris
arrive à Paris incapable de créer. Et ben voilà. Incapable de créer. Et justement, il rentre dans ces écoles d'artistes parisiens, etc., où il apprend en fait l'art contemporain, tout ça. Il pète un câble. Il pète un câble, je raconte pas la suite de l'histoire, mais c'est un peu ça l'idée. Et justement, en fait, il se rend compte qu'il n'est capable de créer que quand il est dans son environnement d'origine, c'est-à-dire le fin fond de la Bourgogne en lien avec sa terre. Et ben voilà. Et donc, il On y a un y est. peu de ça chez toi aussi, Ouais, un ouais, peu. on y est. Ouais. Non, mais c'est très important parce que sinon on fait un art qui est désincarné. Si on peut faire la même chose à Paris, New York et Bombay, alors on est juste des produits du capitalisme en fait, hein. C'est ça que je reproche par exemple à l'art contemporain, qui peut se faire un peu n'importe où, qui n'a plus ce lien avec la tradition et le fait d'être ancré. Là, tu es en train de dire que ce qu'on appelle l'art contemporain, même si je sais qu'on en avait déjà discuté avant, mais l'expression art contemporain est un peu une expression un peu bâtarde parce Ouais. qu'elle peut dire plusieurs choses à la fois. Mais en tout cas, ce qui est communément compris dans l'art contemporain, c'est cet art un peu désincarné pour toi, qui est reproductible quel que soit l'endroit où on se trouve. Oui, l'art contemporain, en fait, il faut parler de marché de l'art contemporain. L'art contemporain est un marché en fait. C'est un marché spéculatif. C'est d'abord un marché pour toi. C'est d'abord un marché. C'est un marché et tout part du marché. C'est spéculatif. Faire des expositions ici ou là pour faire monter la cote de l'artiste qui font monter la cote de ses œuvres et donc elles valent plus cher et donc les gens qui ont les œuvres peuvent les revendre. Quand un artiste fait une grande exposition à Versailles, c'est pas pour rien. Sa cote après, elle va monter et ses œuvres vont prendre 30% et le propriétaire de ses œuvres, il pourra les vendre. Il faut se poser la question de pourquoi il y a autant de fondations d'art contemporain, Fondation Cartier, LVMH, Pinault à Paris par exemple. C'est des moyens de faire de l'argent essentiellement. De défiscaliser, de... Ouais, ouais. Mais alors, quand tu dis que tout part du marché, Ouais. du coup, l'artiste, il le sait. Comment il se positionne vis-à-vis de ça, justement, celui qui fait de l'art contemporain? Alors ça, c'est assez drôle, ça dépend des artistes. Dans les écoles d'art, ils ne le savent pas, parce qu'on ne nous l'apprend pas. Mais il y a des artistes, oui, ils s'en rendent compte. Après, T'acceptes de jouer le jeu ou pas, en fait? c'est ça, ils jouent à un jeu, mais ce qui est très drôle, c'est que souvent, politiquement, ils sont à l'opposé de ça. L'art contemporain se veut disruptif, très à gauche. Euh, c'est ça qui est drôle. Dans les écoles d'art, c'est des foyers d'extrême gauche, quoi. Mais, in fine, l'art contemporain n'est qu'au service d'un marché. Donc ça n'a pas de sens. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu racontes là. Et justement, on parlait tout à l'heure des beaux-arts. Toi, tu as fait les beaux-arts. Tu as vécu ça de l'intérieur, en fait. Ouais, moi j'ai fait une école. Alors j'ai pas fait une école à Paris parce que les Beaux-Arts de Paris c'est encore différent. Moi je suis allé dans cette école parce qu'il y avait un maître d'art en gravure. Donc il y avait Ok. quand même quelqu'un qui avait un savoir-faire et un artisan d'art. C'est rare d'avoir des artisans d'art dans les écoles d'art. Mais il y avait deux sections, design graphique et images imprimées, on va dire, ce que j'ai fait, et la section art contemporain. Mais oui, l'art contemporain, après, dans les écoles d'art, il n'est pas pensé comme un marché, parce qu'idéologiquement, ils sont contre ça. Donc, il faut être le plus disruptif possible, le plus dans la critique, etc. Mais à la sortie, une galerie, elle doit gagner de l'argent, hein. Il y a des mécènes, enfin, ce n'est pas des mécènes, c'est des acheteurs qui vont parier sur quelqu'un. C'est vraiment un pari, hein, dire je parie sur lui. Chaque année, il va prendre entre 10 et 30%, et à la fin, bingo. À partir de rien, on peut créer de la richesse quasiment. Mais ah ouais, parce qu'en fait, l'impression, la façon dont tu le décris, moi, je connais pas du tout ce milieu-là, mais j'ai l'impression que en fait, c'est ultra superficiel. Ah bah oui. C'est de la spéculation. Ah oui, oui, et puis l'art contemporain tient sur un discours, ça ne tient pas sur une œuvre. En fait, c'est du pitch, ils font du pitch toute la journée. Je vais raconter, voilà, ça c'est une œuvre par exemple en art contemporain, ça s'appelle un ready-made. C'est prendre des objets du quotidien et les placer, et je vais dire que voilà, ça c'est une critique de la religion avec ce grand box qui est face à une croix. Enfin, voilà, je peux avoir un discours là-dessus, et je dis que c'est une œuvre d'art. Ok. Et si je suis légitimé par un galeriste, un théoricien des arts et une grande fortune, bah, je peux faire ça de ma carrière et vendre ça. Et donc, en fait, les critères de valorisation d'une œuvre d'art contemporain, comme on l'entend depuis tout à l'heure, c'est uniquement la capacité de l'artiste à se vendre auprès de ceux qui investissent. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de critères picturaux ou esthétiques. Il y a des artistes contemporains qui font des œuvres picturales très belles, qui sont dans de la peinture de type néo-baroque. Ça existe, mais ce n'est pas un critère. C'est leur style, mais il y a aussi des gens qui font du ready-made, il y a des gens qui font de l'exposition, il y a des gens qui emballent des bâtiments comme Christo, qui avait emballé l'Arc de Triomphe. C'est une performance, oui. Voilà, il y a des performances. La performance, c'est encore autre chose, c'est faire des gestes dans un environnement précis. C'est une œuvre qui a un temps donné et qui est documentée avec une caméra, etc. Donc, en fait, c'est très vaste
les différentes typologies qu'il peut avoir en art contemporain. Donc il n'y a plus, on recherche le beau, on recherche l'esthétique, on parle de ci, on parle de ça. On peut parler de tout et n'importe quoi du moment que le marché s'y agrippe, quoi. Dans le fond, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que pour toi, c'est une vaste hypocrisie? Bah, je dirais que oui, quand même, c'est une hypocrisie, surtout que c'est un marché très mondialisé. Moi, quand j'ai vécu aux États-Unis, j'allais dans les musées. En fait, c'est des white cubes. Les musées d'art contemporain sont des white cubes, donc des cubes blancs dans lesquels l'œuvre trône. Et vous avez des white cubes à New York, Bombay, Paris, Genève, etc., etc. Donc c'est vraiment un. En fait, on se met plus au service du beau, quoi. Non, on se met au service du capital. Mais en fait, beaucoup d'artistes, soit ils ne le savent pas, soit ils vont le nier. Parce que ouais, vous allez avoir des artistes très engagés, extrême gauche, etc. Et finalement, ils servent telle famille, enfin leurs œuvres sont détenues par telle famille d'industriels qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Donc c'est un peu complexe intellectuellement de raccrocher les fils, on va dire. Et toi justement, quelle serait pour toi l'approche idéale de l'art? Voilà, là, on en a pour 3 heures. Ouais, mais alors, faisons rapidement. Je dirais Parce que là, en fait, si je me permets d'essayer de résumer ce que tu viens de nous dire, c'est que tu nous dis, on vit quand même dans un monde où l'art qui prédomine est l'art contemporain, Mhm. mais que l'art contemporain n'est pas vraiment de l'art, puisque c'est surtout du pitch et d'une performance qui est euh, mise, mise sous les critères du marché. Selon les artistes, ouais. Ok. Et en fait, on ne sert plus à faire quelque chose de beau, mais on sert à s'enrichir. Ah, in C'est ça que tu dis, en fait. fine, oui, le but c'est ça. In fine, pour le collectionneur, c'est de revendre et de faire un bon coup et de voir son artiste prendre de la valeur au fil du temps. C'est pas acheter une œuvre que parce qu'elle plairait à quelqu'un, elle peut valoir très cher, peu importe, et l'avoir pour des raisons spirituelles, esthétiques, religieuses, que sais-je. C'est pas ça. Et donc, si tant est qu'on considère que le beau existe, Ouais, c'est un autre débat, mais c'est encore un débat, mais nous, on va partir du principe que le beau existe, euh, et qu'on cherche à faire du beau, en fait, on ne peut pas être dans ce jeu-là. non, c'est compliqué, sauf si on arrive à trouver la bonne galerie avec vraiment le bon collectionneur qui résonne avec cette idée. Ça doit exister, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas la majorité. Voilà. Une galerie, enfin une fondation d'art contemporain, c'est plus une banque qu'un temple du beau, clairement. Donc, en partant de ça, en partant de cette vision, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué de rentrer dans ces critères-là. On s'en éloigne quelque part. Parce que si on ne sert que le marché, ben on va là où le marché veut. Il y a aussi des modes dans l'art contemporain. Là, la mode n'est plus picturale pour l'instant, ce n'est pas la figuration. Ça va être plus des installations, des choses monumentales. Donc il y a aussi des codes, comme partout. Hmm. Est-ce que tu arriverais à me définir ce que c'est le beau rapidement là? Le beau, c'est des rapports de proportion. C'est ça le beau. Ce qu'on appelle le beau, si vous prenez une belle femme, c'est une femme qui a des belles proportions, qui sont liées par exemple au nombre d'or, donc à ce qu'on appelle la divine proportion. Le beau, c'est essentiellement des rapports de proportion et des rapports de couleur entre elles. C'est ça le beau, et de texture. Si on veut vraiment être dans une description, c'est d'abord des proportions. Quelque chose qui sera disproportionné sera automatiquement moins beau. Là, tu es dans une définition très plastique Ouais. du beau. Ouais. Parce qu'après, on peut dire, typiquement, j'ai regardé un film qui m'a fait ressentir des émotions. Ouais. Je suis capable de dire ce film est beau parce que les émotions qui m'ont fait ressortir sont belles. Et là, justement, dans cette idée du beau, ça dépasse l'aspect purement plastique. Là, je dirais que ça touche à la sensibilité personnelle, donc ça devient beaucoup plus subjectif. Après, je pense que le beau, il y a un côté objectif et un côté subjectif. Le côté des proportions est beaucoup plus objectif. Sur la subjectivité, ça va toucher notre moi profond, notre expérience, et des gens vont raisonner avec telle œuvre et d'autres pas du tout. Donc il y a un côté objectif et subjectif qu'il faut prendre en compte. C'est ça le beau, en fait. C'est cette rencontre entre l'objectivité et la subjectivité. Moi, j'ai ma vision des choses aussi sur ça. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, mais j'aurais tendance à dire que en tout cas, c'est ce que la tradition philosophique héritée des Grecs nous enseigne, c'est que le beau fait partie de ce qu'on appelle les transcendantaux. Mhm. En fait, ce serait presque la même chose que le vrai et le bon, au même niveau. Et qu'en fait, ce qui est beau est bon et vrai, ce qui est vrai est beau et bon, et ce qui est bon est vrai et beau.
Ouais, là, on touche Et- plus à des caractéristiques philosophiques. Oui, mais Ouais. exactement. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le beau existe et qu'en fait, notre subjectivité, elle intervient dans la façon comme le beau existe et existe en dehors de nous et peut-être certainement en tant que tel, en tout cas, les religieux diront que c'est Dieu, on ne peut pas envisager tout le beau d'un coup. On est Non. trop limité pour ça. Et du coup, en fait, la subjectivité, ce serait plus simplement notre prisme et notre angle de vue sur le beau. Oui, tu touches un Et peu en aux fait, pour formes de moi, Platon, ce genre oui. de choses. Et justement, pour moi, c'est toute la puissance de l'artiste et de l'artisan d'art, c'est comme on est différent dans notre subjectivité, dans notre manière d'aborder le beau, ce qui fait la grandeur d'un artiste, c'est que souvent, il a une vision plus large que le commun des mortels sur le beau, et qu'il est capable de nous offrir des perspectives et des points de vue sur le beau que nous, on n'a pas. Oui, Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, c'est lié aussi à l'étude, à la pratique, à l'étude de l'histoire des arts qui permet d'aller voir des champs qui peuvent paraître obscurs. Et ça, c'est très important. En fait, on aiguise son œil. Un œil, ça s'aiguise. Oui, donc c'est une question d'éducation après. Ah oui, mais tout à fait. Oui. Alors, il y a des choses innées. Je pense qu'un bâtiment brutaliste des années 60, vous le montrez à je ne sais pas combien d'enfants, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont dire « Ah, c'est magnifique ». Alors qu'un beau jardin fleuri, je pense que les gens seront tous d'accord pour dire que c'est beau. Donc il y a aussi peut-être un rapport à la nature, à des choses qui nous Oui, viennent, aux proportions, en fait, comme c'était tout à oui, l'heure. voilà, des proportions, mais aussi qui viennent de la nature, qui viennent de la création en général. Euh, D'aucuns diront de Dieu dans ce cas-là. Et tu parlais du bon, du beau et du juste. C'est comme ça dans la Bible, quand on dit « et Dieu vit que cela était bon », normalement, le mot hébreu, il veut dire bon, beau et juste. Donc en C'est les fait, trois en même temps. on Oui. parle de beauté dès le début de la Bible. Et donc Dieu crée des choses parce qu'elles sont belles, et donc bonnes et donc justes. Mais nous, on l'a traduit, vu que cela était bon. Mais il faudrait dire bon, beau et juste. Et ça, c'est important. Hyper intéressant. La Bible commence avec la beauté. Hyper intéressant. Merci pour ces belles considérations. On va redescendre un peu plus sur Terre. Ok. Et je t'ai demandé d'apporter, comme tous les autres invités d'ailleurs, 2 objets qui te caractérisent un peu et auxquels tu es attaché. Donc, tu nous as apporté un gant de boxe Ouais. et une médaille. Est-ce que tu peux nous les présenter et nous expliquer pourquoi ça te caractérise et pourquoi tu y es attaché? Alors le gant de boxe, parce que je pratique les arts martiaux depuis assez jeune et que c'est pour moi une école de vie. C'est une école qui amène la rudesse, la discipline, je pense qui forme l'esprit autrement. Et ça a aussi beaucoup à voir avec l'entrepreneuriat. Parce qu'on Oui. on se prend des coups. Alors on s'en prend des coups beaucoup plus durs en entrepreneuriat, je pense, même si en boxe on peut Et t'en dire. donnes des coups aussi. En entrepreneuriat, non, généralement on en prend, quoi. Mais la boxe, c'est aussi une école où on passe de la théorie à la pratique extrêmement vite. Et l'artisanat d'art, c'est ça aussi. On théorise des choses, on réfléchit, on se dit ça pourrait être bien, ça pourrait être intéressant. On le prototype et il y a quelque chose et on voit. Et il y a un peu ce côté avec la boxe de théoriser, d'apprendre des techniques et de tout de suite les mettre en sparring. Parce que moi, j'ai toujours fait des arts martiaux on appelle ça durs, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais des styles de boxe, pas des arts martiaux où il n'y aurait pas de combat. Il y a des arts martiaux où il n'y a jamais de combat, Oui. comme l'aïkido, etc. Non, ça a toujours été lié à la pratique, l'action. Et La c'est ça qui confrontation. m'intéresse. La confrontation Oui. et l'action surtout. Oui. De ne pas rester dans un monde théorique qui n'a pas d'emprise sur le réel. La boxe a une emprise sur le réel et c'est aussi ça qui m'intéresse, en plus de l'école de vie qui est bonne pour tout le monde. Ça sert à te canaliser la boxe. Ça sert à canaliser, ça sert à s'exprimer, ça sert à rester en forme aussi. C'est une école totale qui a aussi des côtés un peu spirituels. Par exemple, ça c'est un grand boxe thaï. En Thaïlande, la boxe thaï est liée à la spiritualité thaï. Ils commencent leur combat par un ramway, qui est une sorte de danse rituelle pour en appeler aux divinités. Enfin, ils sont bouddhistes, mais pour en appeler aux bons esprits, on va dire. Donc il y a ce côté aussi spirituel dans certaines formes de boxe. En Occident, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de boxe chrétienne. Mais on peut y trouver des valeurs qui toucheraient quand même à la chrétienté. Donc ça, c'est le premier objet que j'ai ramené qui vient symboliser ce côté-là. Génial. Ça fait combien de temps que t'en fais, t'as dit? Ça fait 20 ans maintenant. 20 ans que t'en fais? Ouais. Génial. T'as quel âge là? 39. 39. Et alors ensuite, tu as rapporté cette magnifique médaille Alors ça, verte. c'est la médaille qu'on reçoit lorsqu'on devient chevalier de Saint-Lazare, de l'ordre hospitalier militaire de Saint-Lazare de Jérusalem. Alors là, c'est absolument génial ce que tu viens de dire. Tu es chevalier. Ouais. T'es en armure, Non. Et c'est pour ça que je l'ai ramené, parce que la chevalerie
Et l'artisanat d'art ont quelque chose en commun, c'est que ça vient de loin, que c'est toujours là, que ça a évolué et que ça porte des valeurs en soi. C'est pour ça que j'ai ramené ça. C'est vraiment une sorte d'incarnation d'une tradition chrétienne, évidemment. L'ordre de Saint-Lazare est un ordre chrétien, alors c'est un ordre œcuménique qui reçoit tous les chrétiens, mais qui est de rite catholique quand même, et évidemment qui est passé par le filtre de la civilisation européenne. La chevalerie a beaucoup évolué à travers les siècles, ça n'a pas du tout été... La chevalerie du XIe siècle n'est pas la chevalerie du XVe, et qui après devient de la chevalerie, comment dire, plus opérante, hein. Il n'y a plus de chevaliers sur les champs de bataille. Les armes à feu rendent la chevalerie obsolète, mais on a gardé les valeurs, la charité, etc. etc. C'est ça que j'ai envie de te poser. Déjà, j'ai plein de questions. C'est encore possible aujourd'hui d'être chevalier, premier constat. Deuxième constat, qu'est-ce que ça veut dire d'être chevalier aujourd'hui? Parce que justement, vous êtes plus sur vos chevaux, en armure, à charger contre un ennemi. C'est se mettre au service des autres et défendre, pour le coup, là, on jure de défendre la foi chrétienne, hein, dans les serments de l'ordre de Saint-Lazare, et d'être au service des autres. C'est une sorte de supplément, une armure spirituelle en plus qu'on mettrait sur notre christianisme pour le renforcer, au même titre que des gens font partie, par exemple, de congrégations. Par exemple, il y en a encore en Corse ou en Italie ou en Espagne où c'est très présent, les pénitents, ce genre de choses. La chevalerie, ça va être un plus, et d'avoir des valeurs qui sont intimement liées au christianisme, qu'on essaye de mettre un peu plus en action, tout en ayant cet étendard qui dit on défend la foi de façon peut-être un peu plus voyante. Donc là, tu nous parles de l'ordre de Saint-Lazare. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer son origine? Quelle est sa spécificité par rapport, je sais pas, à d'autres ordres de chevalerie qui doivent exister? Alors, il vient des croisades, il aurait été créé un peu avant, et sa spécificité à l'époque, c'est qu'il accueillait les lépreux. Les chevaliers des autres ordres qui devenaient lépreux allaient automatiquement à Saint-Lazare. Il n'y avait pas que des lépreux à Saint-Lazare, mais c'était l'ordre des lépreux. Saint-Lazare étant la référence à la personne que le Christ a ressuscité. Tout à fait, qui est sur la médaille. La médaille, c'est Saint-Lazare qui est ressuscité par le Christ. Fais voir. Ah, génial, magnifique. Et alors, il y a d'autres symboles autour de la croix et du médaillon central? Là, il va avoir les armes, de la chevalerie, il va avoir l'étendard et la couleur verte. De l'ordre de Saint-Lazare, qui est la couleur, pour la couleur de l'espoir, pour plein de choses. D'aucuns disent aussi que c'est une prise de guerre, parce que c'est aussi la couleur de l'islam. Donc, d'aucuns disent que c'est aussi une prise de guerre, mais on n'a pas de source, hein. On va pas s'aventurer là-dessus. Mais en tout cas, c'est un symbole d'un ordre qui a su traverser les siècles. Et Saint-Lazare a cette spécificité-là. Il y a aussi l'ordre du Sépulcre et l'ordre de Malte. Mais la différence, c'est que l'ordre du Sépulcre et l'ordre de Malte font partie de la diplomatie officielle du Vatican. C'est très différent. Nous, on a un ordre œcuménique déjà, donc on essaye aussi de pouvoir rassembler ces chrétiens, même si on est de rite catholique. Ça, il faut bien le dire. Nos rites sont catholiques. On cite la Vierge, etc., etc. Est-ce que vous êtes reconnu par l'État français? Est-ce que vous êtes... Non, on n'est pas reconnu par la chancellerie. On est reconnu en Espagne et en Hongrie. En Hongrie, par exemple, l'ordre de Saint-Lazare a exactement le même statut que Malte et le Sépulcre, mais la chancellerie ne reconnaît que les ordres d'État. Donc il ne reconnaît pas les ordres dynastiques, il va reconnaître que Sépulcre et Malte, juste et uniquement parce qu'ils sont liés au Vatican. Le Vatican est un État souverain, Malte est un État souverain aussi. Ok. Donc les autres n'ont aucune reconnaissance. C'est très clair. Vous êtes combien? Vous êtes nombreux à être chevalier de Saint-Lazare? Dans le monde, on doit être 3-4 000. Ah oui, quand même. Et en France? Je n'ai pas les chiffres en tête, je ne sais pas, je dirais 300, 400. Est-ce que c'est... Je te provoque un peu, hein, je fais exprès. Mais est-ce que c'est un peu quelque chose de poussiéreux? Est-ce que c'est beaucoup de têtes blanches? Ou est-ce qu'il y a des jeunes? Alors, tu as 39 ans, tu es plutôt jeune. On va pas se mentir, c'est plutôt beaucoup de têtes blanches, pour aussi des raisons du siècle. Mais on essaye de rajeunir. Moi, je suis rentré dans l'ordre très jeune parce qu'il y avait une politique, ils essaient de rajeunir l'ordre. Je suis rentré, j'avais une vingtaine d'années, mais j'étais l'un des seuls jeunes à rentrer, en fait. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'en fait, c'est des gens plutôt âgés qui n'avaient pas beaucoup de relations avec les jeunes, et peut-être que ça parlait moins. À l'époque, c'était dirigé par les Brissac, qui sont une grande famille de la noblesse française. Donc, est-ce que ça faisait pas poussiéreux? Pour moi, non. Ça faisait pas poussiéreux, c'est la tradition, c'est la France éternelle. Il y a ce côté très vivant, mais effectivement, dans les ordres, quels qu'ils soient, c'est plutôt des gens âgés. Donc là, si aujourd'hui tu devais inciter des jeunes à s'engager dans l'ordre de Saint-Lazare, quel serait l'argument qu'est-ce que ça implique en fait d'être chevalier de Saint-Lazare? Ça implique, alors, l'argument, ce serait de rejoindre une tradition vivante et qui mérite
de continuer à exister. La chevalerie mérite de continuer à exister. C'est quand même quelque chose qui nous vient de la Rome antique, hein, à la base. Donc ça mérite d'exister. Et puis c'est se mettre au service de l'autre de façon un peu plus, pas spirituelle, mais de porter ça comme un serment derrière ça. Et il y a aussi un côté militaire. Donc il y a aussi un côté de rigueur. Dans l'ordre de Saint-Lazare, par exemple, il y a des uniformes. On ne les porte pas tous, on n'est pas obligé de les porter. Mais il y a des uniformes, il y a un manteau noir. Donc c'est revêtir aussi, comme le chevalier avait sa cotte de maille, etc. On a aussi notre armure, mais qui est une armure spirituelle et qui vient nous renforcer. Et c'est aussi quelque chose d'esthétique. Et l'esthétique, c'est très important dans le monde. Une messe de Saint-Lazare, on a eu la chance d'avoir une messe faite par Monseigneur Ray en décembre dernier. C'est quelque chose de très beau. On a des blasons qui font vivre l'héraldique, on a des manteaux qui font vivre l'héraldique, on a toute cette tradition, c'est une sorte de creuset dans lequel il y aurait la tradition chrétienne, la tradition esthétique, de la tradition chevaleresque et qui est encore en vie. Donc il y a aussi un côté très esthétique. Et l'esthétique, c'est très important. C'est pas quelque chose de secondaire. Ça, c'est Pour toi, l'esthétique doit faire partie intégrante de la vie des hommes? Ouais, bien sûr. Est-ce que pour toi, il y a des critères justement à voir sur l'esthétique? Je pense que l'esthétique est liée à la ritualisation de la vie, c'est-à-dire qu'on ne s'habille pas pareil pour aller au restaurant que pour aller à la salle de sport. Ouais, pour toi, c'est important, par exemple, de faire l'effort de bien s'habiller, Ouais. de faire l'effort de bien se tenir à table, d'avoir une belle maison. Oui, c'est quelque chose, on se tient et on différencie les choses. Moi, j'ai vécu aux États-Unis où c'est vraiment une société très casual, où les gens sont, enfin voilà, ils vont au restaurant comme ils sont à la salle de sport et comme ils vont à l'église. Moi, enfin, c'est compliqué, je trouve. C'est une société qui n'a pas ce sens de l'esthétique qu'il a eu. Hein. Quand on voit des photos dans les années 60, les Américains sont tous en cravaté, très élégants, mais il y a eu une perte, il y a eu une chute comme ça. Et je pense qu'il faut revenir à une certaine esthétique. Alors, il ne faut pas non plus... Parce que ça nourrit, ça nourrit l'homme. Oui, ça nourrit l'homme. Il ne faut pas non plus rejouer une esthétique passéiste. Il faut aussi la réinventer. Oui, il faut tout réinventer. Mais il y a des codes. Il y a des codes à garder. Il y a des codes de couleur. Il y a des façons de nouer une cravate. Tu ne vas pas commencer à nouer ta cravate n'importe comment parce que tu décides que voilà. Il y a des codes à garder. Et ça fait partie de l'homme et ça forme l'homme. Et dans la boxe aussi, il y a une esthétique. Ce qui est beau et juste, m'ont toujours dit mes profs. C'est-à-dire que quand vous donnez des coups et que ça semble beau, c'est pas, je sais pas ça, mais c'est bien fait, c'est juste. C'est-à-dire que ça fera mal en combat. Ce qui est beau et juste. C'est rigolo parce que j'ai aussi cette réflexion-là. Avoir une exigence en fait de vie, ça implique de fait d'avoir une exigence esthétique. Ouais. Et cette exigence esthétique nous force à lutter entre guillemets contre nous-mêmes, contre notre désir naturel d'être paresseux, de se laisser aller, etc. En fait, j'ai presque envie de dire que c'est l'exigence esthétique qui fait la puissance d'une société, voire d'une civilisation. On ne garde que ça. Qu'est-ce qui fait la puissance des ruines romaines qu'on trouve un peu partout? C'est cette esthétique tout à fait incroyable. Et l'esthétique nourrit l'imaginaire, nourrit la civilisation, nourrit la grandeur. Je ne crois pas qu'une civilisation puisse être grande sans esthétique, sans beauté. L'esthétique, c'est lié à la beauté. Mais du coup, en fait, avec le constat qu'on fait maintenant, je boucle avec ce que tu nous disais en début d'entretien, avec ton choix de travailler dans l'artisanat d'art alors que tu aurais pu faire carrément autre chose. C'est parce que tu es profondément nourri de cette exigence-là. Bien sûr. Tu as envie de l'incarner, de la faire vivre. Et donc, en fait, vive l'artisanat d'art. Parce que oui, certes, c'est difficile d'en vivre, mais en fait, tu incarnes dans la société et pour tout le monde une exigence pour la faire vivre. Ouais, et puis l'artisanat d'art, ça vient, c'est bien plus que ça. En fait, les anthropologues, ils considèrent que l'homme est homme depuis qu'il y a des rites funéraires, grosso modo. Okay. Ils séparent l'homme de l'animal avec ça, ou du proto-humain. C'est quoi des rites funéraires? C'est pas que enterrer un corps, c'est trouver des objets autour. Ces objets sont des objets d'artisanat d'art. C'est-à-dire qu'à un moment, l'homme s'est dit, je ne vais pas que créer des objets pour avoir plus de calories, me défendre ou me mettre à l'abri. Il crée des objets qui ne servent à rien. Et il les met dans des tombes. Il s'entoure de beaux objets. Donc ça montre qu'à ce moment-là, le cerveau a commencé à avoir une dimension spirituelle. Donc l'homme naît... Pas spirituel, pas du tout dans le sens religieux. Non. Mais spirituel dans le sens, il y a quelque chose qui me dépasse et que un dépassement, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc l'homme naît avec l'artisanat d'art. Ok, c'est hyper intéressant. C'est les signes qui font que là, c'est un être humain. Parce qu'il a été enterré et il y a des objets autour. Qu'il soit humble, qu'il soit
qu'ils soient complexes, peu importe. Il y a ce moment où des gens prennent du temps à faire des objets qui, dans une société consumériste, par exemple, ne servent à rien. Et c'est ça la naissance de l'artisanat d'art. Il naît avec l'humain. Donc s'il n'y a plus d'artisanat d'art, on pourrait se dire qu'il n'y a plus d'humain. C'est génial parce que tu viens expliquer, ancrer ce que j'arrête pas de dire, la nécessité de faire du beau gratuit. Ah oui, oui. Mais on est né avec ça. Et je pense que notre pays, en plus, ça c'est une réflexion personnelle, je te la livre, tu me dis ce que tu en penses, mais je crois que la France est certainement un des pays dans le monde, si ce n'est le pays dans le monde, qui a le mieux incarné ça dans son histoire. Ça, c'est certain. J'en prends pour exemple les cathédrales. Ah oui, l'art français, l'horrible nom gothique, mais l'art français Oui. que sont les cathédrales, c'est incroyable. Cette recherche de la lumière, parce que le gothique, c'est prendre la lumière comme un matériau et vouloir le mettre en avant. C'est-à-dire la lumière, c'est Dieu, on met Dieu en avant, donc on met la lumière, et c'est incroyable ça. Donc oui, il y a cette recherche dans l'esprit français, dans la civilisation européenne en général, mais pas que. Au Japon, on a travaillé au Japon, on a fait 29 instruments au Japon. L'esthétique japonaise est incroyable aussi, donc ils ont aussi ce sens de l'esthétique très très prononcé. On n'est pas les seuls, mais c'est vrai que la France a eu une place particulière qu'il faut continuer. Il faudrait que l'État mette plus de moyens aussi dedans, parce que ça a aussi toujours été lié à du mécénat qui soit public ou privé. L'art est lié à du mécénat, et ça c'est très important. Alors, tout le monde ne peut pas être artiste, artisan d'art. Il faut bien que la société tourne. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément de grande qualité manuelle, ou pas aussi développée que les tiennes, et qui n'ont pas la possibilité dans leur vie de pouvoir vivre d'un artisanat d'art, etc. Est-ce que tu as des conseils à donner pour qu'on puisse malgré tout continuer de se nourrir de beauté, voire même en créer? Il faut affûter son œil. Ça, c'est très important. On a la chance d'avoir des collections dans nos musées qui sont sous-exploitées. Je pense notamment au Louvre qui est pas loin. Les gens se ruent vers la Joconde. À l'entrée de la Joconde, vous avez la Sainte-Anne de Vinci, qui est juste incroyable. On a la chance d'avoir ça pour pas grand-chose. Enfin, je veux dire, le prix d'entrée. Donc, il faut se nourrir, il faut comprendre ce que c'est l'esthétique, il faut comprendre d'où elle vient. Il faut aller voir aussi des artisans d'art, voir comment ils travaillent et s'entourer aussi de belles images. Ne pas avoir forcément un intérieur totalement minimaliste avec le dernier écran Apple. Entourez-vous de belles images. Entourez-vous de choses qui font sens, aussi bien sur l'éthique, mais que sur l'esthétique. Ça, c'est très important. Et l'artisanat d'art, c'est un processus de A à Z. Donc, nous, on n'utilise pas de numérique forcément. C'est pas je dessine quelque chose et je l'imprime en numérique à 700 exemplaires. Non, dans chaque geste, il y a une histoire. Dans chaque geste, il y a une tradition qui a été prise, renouvelée, réinterprétée. Donc, c'est une histoire vivante. Vous achetez un bout d'histoire vivante. Vous avez un genre de fossile qui marque un moment et qui sera différent dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais il faut s'entourer de belles images et il faut affûter son œil. Ça, c'est important. Et ça, tout le monde peut le faire, doit le faire. Bien sûr, bien sûr. Et les anciens étaient sensibles aussi à ça. Regardez ce qui a été fait au 19e. La moindre chose, je suis passé devant Austerlitz, là, à la gare, il y avait un panneau Société des chemins de fer français, bien écrit, sur du marbre, qui était doré peut-être à la feuille de cuivre. Aujourd'hui, on prendrait un panneau qui serait même plus émaillé, on fait même plus de panneaux émaillés. Oui. Donc voilà, il y avait un sens de l'esthétique pour tout. Alors c'était pas très fonctionnel, et aujourd'hui, ce sens, on l'a perdu. Regardez les gares, à quoi elles ressemblaient. Les gares avec les blasons et tout. En fait, on ne cherche à faire que pour que ça soit utile et le moins cher possible. C'est ça. Résultat, on vide justement de l'exigence et de la substance esthétique qui, comme tu nous l'expliques depuis tout à l'heure, nous est archi nécessaire. Mais moi, quand je vais à Paris, j'ai vécu de nombreuses années à Paris, j'ai l'impression de voir deux civilisations. J'ai l'impression qu'on vit dans des ruines, c'est-à-dire qu'on vit dans cette civilisation qui était sur l'esthétique. Dans des ruines, tu vas faire quand même. Non, je parle pas de ruines esthétiques, je parle pas de ruines en tant que telles, mais je parle d'un point de vue esthétique. On a l'impression que c'est une autre civilisation qui vit dans la maison d'une ancienne civilisation, où cette civilisation avait des envies esthétiques. Tout devait être beau dans les maisons, dans les plaques de chemin de fer, dans tout. Et on est, nous, dans une civilisation qui est totalement centrée sur l'utilitaire, et l'esthétique, finalement, n'a plus grand intérêt. J'ai vu que Paris vous avez remplacé, par exemple, les kiosques qui sont beaucoup plus utilitaires, beaucoup moins beaux, en fait. Et il y a ce côté un peu dissonant entre deux civilisations qui ne sont pas vieilles. Hein. Là, je parle du 19e siècle. Hein. Et même l'art déco, l'art nouveau, des années 20 jusqu'aux années 50. C'est incroyable.
C'est incroyable ce qu'on faisait à l'époque. Les bâtiments art déco, c'est juste fabuleux. C'est pas vieux, hein. Ça a 70 ans, hein, 80 ans. Donc c'est pas comme si on parlait, oui, ça a disparu il y a 2000 ans. Non, 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 il y avait encore un sens de l'esthétique. Il y a encore un sens de l'esthétique, hein, évidemment. Mais chez les pouvoirs publics, beaucoup moins. Ok, c'est hyper intéressant. Merci pour toutes ces considérations, Alexandre. J'aimerais qu'on conclue cette discussion en parlant de ton actualité. Ouais. Parce que malheureusement, il t'est arrivé un drame Ouais, on a eu par rapport au prieuré. Ouais, on a eu un gros feu de cheminée le 27 décembre. Donc c'est la cheminée qui prend feu parce que nos cheminées sont pas tubées. Bon, là c'est technique. Mais grosso modo, c'est un gros incendie, puis ça affaiblit les structures. Les pompiers viennent, ils se sont battus contre le feu pendant 5 heures, donc ça noie les planchers. Ça peut mettre le système électrique en danger, qui peut faire en sorte qu'on ait un autre incendie. Donc malheureusement, on n'est pas couvert par les assurances. Les assurances, c'est pas qu'elles veulent pas nous couvrir, hein, qu'elles veulent pas payer maintenant, c'est qu'on n'a pas d'assurance, on ne trouve plus d'assurance. Les assureurs disent non, on ne vous couvre pas. Ah oui, c'est vrai que c'est pas toi qui n'as juste pas fait la démarche, c'est que tu as fait la démarche et qu'elles ont tout Ouais, dit. elles refusent de nous couvrir, comme de nombreux manoirs, châteaux. C'est légal ça? Ah ouais, bien sûr. Ils ont le droit de pas couvrir. Ouais, ouais. Mais c'est le cas pour de nombreux grands châteaux que les gens connaissent tous. Mais hein. c'est un énorme problème ça. Mhm. Parce que justement, tout ce qui est vieux, grand est le plus sujet au risque. Et si les assurances refusent de couvrir, en fait, notre patrimoine, il va disparaître. Ah bah, notre patrimoine, il peut partir en fumée. Ça, c'est clair et net que notre patrimoine peut partir en fumée et on sera là pour le regarder, quoi. Donc, Comme c'est arrivé chez toi. Exactement. Donc, on a fait un appel aux dons. On est toujours dans un Oui. appel aux dons que vous trouverez sur notre page Instagram. On vous mettra le lien dans la description. Si vous voulez aider Alexandre et son prieuré et son artisanat d'art, n'hésitez pas à faire un don. Parce que comme tu n'es pas couvert par les assurances, il faut que tu trouves l'argent ailleurs pour pouvoir faire les travaux nécessaires à sa restauration. Oui, oui. On en est à l'heure actuelle, je crois qu'on en est à 38 000 euros, 38 000 euros, il me semble, 37 000 de dons. Et il te faudrait combien? C'est dur à estimer, mais on a estimé autour de 100 000. Si tu veux refaire ne serait-ce qu'un crépi à la chaux, enfin, c'est des boîtes qui sont très très rares. hein. Dès qu'on touche, on n'est pas monument historique, mais on est aux côtés d'un monument historique, mais dès qu'on touche à des techniques anciennes, en fait, il y a 4 boîtes, qui font ça. Vous voulez faire un parquet en chêne massif, c'est en quoi ils sont? Et comme c'est rare, c'est cher. C'est rare, c'est cher et ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut débiter le bois depuis des arbres, c'est pas du contreplaqué, c'est pas du mélaminé. Donc la moindre vis, le moindre clou va coûter cher. Et il y a aussi, évidemment, qu'on essaye de financer un système à incendie plus efficace. On en a un, mais avoir un système à incendie sur une maison qui fait 300 mètres de long, en fait, c'est pas prévu pour qu'il soit connecté. C'est-à-dire qu'on ait des nouvelles si jamais il se passe quelque chose. Donc ça aussi, ça demande des choses très particulières qui ne sont pas vraiment dans le commerce, quoi. En plus, c'est ce que tu me disais l'autre jour, c'est que les pompiers t'ont expliqué que tu avais failli mourir, toi. Ouais, sans le savoir. Moi, ma chambre est juste à côté. Là, j'habite dans le prieuré avec mes parents, Oui. mais je restaure une maison qui est un ancien presbytère qui est devant. Donc, j'habite pas encore dans ma maison. Et ma chambre est à côté. Et effectivement, j'avais montré à un pompier, il m'a dit, oui, avec le gaz, si c'était arrivé de nuit, bah oui, vous mourrez dans votre sommeil, quoi. Il y a de gros risques que vous mourrez dans votre sommeil. Et on a eu un autre incendie il y a 2 ans. Où là, c'était beaucoup plus impressionnant. C'est un truc qui a pris feu, c'est un écran d'ordinateur qui a pris feu. Oh la vache. Problème de fil apparemment. Le pompier a regardé, il a dit c'est ça. hein. Une grande marque, hein, donc faites attention à vos écrans d'ordinateur. Je suis rentré dans mon bureau, il y avait une colonne de feu dans mon bureau. Et là, c'était un peu plus grave parce que j'avais pris beaucoup de fumée et en fait, vous crachez du plastique, vous crachez noir comme ça. Donc là, il m'avait fait faire des trucs à l'hôpital. Mais voilà, le feu. Donc c'est pas du tout la première fois en plus que tu as un incendie au prieuré. Non. Qu'est-ce qui a été là dans l'incendie du 27 décembre? Qu'est-ce qui a été détruit? Bah en fait, la cheminée déjà, donc on n'a plus de chauffage dans l'atelier, ce qui n'est pas bon pour l'atelier, ce qui fait qu'après il y a le gel qui arrive. Oui. Donc on a des canalisations qui ont pété, donc on a eu une inondation. Aïe. Donc ça s'infile dans les planchers. Les emmerdes volent en escadrille, comme on dit. C'est ça, les emmerdes volent en escadrille. Donc il y a Oui. énormément de choses qui sont endommagées. Et comme je disais, la moindre chose de nos jours coûte une fortune. Est-ce que personnellement, tu le vis comment ça? Est-ce que tu es désespéré? Est-ce que tu es encore rempli d'énergie? Non, je suis rempli d'énergie. Je tiens à remercier les gens qui m'ont aidé à mettre ça en avant. Il y a le média sur Insta Omega qui est catholique. Il y a le combattant de MMA Hugo II
qui a beaucoup partagé ça. Et il y a mon ami Alex Cormac, qui est un influenceur sartorial, qui a fait de lui-même un réel. Et lui, il a fait passer la cagnotte de 8 000 à 38 000 en 24 heures, grâce aux gens qu'il a pu ramener. Donc, il y a de l'espoir. Et les Ouais, gens je le suis un peu sur les réseaux, Alex. J'aimerais beaucoup l'interviewer d'ailleurs. S'il écoute le podcast. il n'aime pas Oui. trop se dépasser à Paris, je crois. Oui. Mais c'est un super gars, c'est un gars en or et il m'a beaucoup aidé. Et ça donne espoir de voir qu'en quelques heures, on peut avoir 38 000 euros comme ça. Donc les gens s'y intéressent, il faut juste documenter et médiatiser ça. En fait, mais les gens sont là, mais il faut juste qu'on leur montre. Et le plus dur, c'est de réussir à les atteindre. C'est ça le plus dur. Mais les gens aiment leur patrimoine et j'ai eu des scènes très touchantes de gens qui me disaient « Moi, j'enlève un article sur mes courses pour vous aider ». Et crois-moi, quand tu lis ça, tu as envie de chialer. Vraiment. Tu dis les gens vont se priver pour du patrimoine français. Mais ça, c'est de la transcendance. Ça, c'est au niveau local, à son tout petit niveau, c'est spirituel. C'est profondément spirituel, quelles que soient les croyances et la religion de cette personne. C'est avoir quelque chose qui se dépasse et de dire « Mon estomac attendra ». Génial, génial. Il est temps de conclure malheureusement parce que le temps file vite, mais je suis très très heureux de cette discussion. On a pu aborder plein de sujets très intéressants, très profonds aussi. Et j'espère que ceux qui nous écoutent, vous avez capté le message à peu près qu'on a essayé de vous transmettre ici. J'ai un petit peu une question rituelle de fin de podcast. Voilà. Alexandre, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir avoir un bel atelier d'artisanat qui tourne dans ce patrimoine vivant et de pouvoir transcender notre discipline, de pouvoir la transmettre, d'avoir des tonnes de stagiaires, d'apprentis, etc., et de pouvoir faire revivre cette esthétique, cette façon de faire à la française dans un monde qui s'y intéresserait un peu plus. Voilà, c'est ça, si je devais avoir un rêve, ce serait ça mon plus grand rêve, de pouvoir continuer cette transmission pour des siècles et des siècles. Génial. Eh ben, je te le souhaite. Je me le souhaite aussi. Merci beaucoup Alexandre pour cette discussion. Eh ben, merci à toi pour ton accueil. Et puis j'espère à très vite, et peut-être à très vite au prieuré. Ah bah oui, on espère. Je serais ravi de venir. Ah ben, tu es bienvenu. Salut Alexandre. Merci. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cette discussion vous a plu. Voilà, si vous voulez soutenir Alexandre dans la restauration de son prieuré après son terrible incendie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'on vous met dans la description et puis vous pouvez aller aussi découvrir tout ce qu'il fait en termes d'artisanat d'art. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager la plus largement possible auprès de votre entourage. Cela m'aide à grandir, cela nous aide à grandir sur YouTube, à diffuser aussi la beauté de notre patrimoine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel entretien.